go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 25e épisode du Face Food Podcast. On va revenir ensemble sur notre très belle victoire une nouvelle fois face aux Buccaneers dans la nuit de dimanche à lundi, donc 35-7, et puis on va également parler de notre prochain match de jeudi soir, le Thursday Night Football, face à nos amis ennemis des Seahawks chez eux. Donc voilà, un beau programme pour cette émission, et pour m'accompagner, j'ai Gonzague, Olivier et Kevin. Salut les gars. Salut. Donc je l'ai dit, 35-7 face aux Buccaneers, on les a tout simplement démolis. On menait même 35-0, on menait 28-0 à la mi-temps. Après la fin du match, ça a été juste une balade de santé, on a juste fait tourner la montre, mais dans l'ensemble, ça a été quand même une victoire assez large, avec notamment, je pense qu'on va en parler assez largement dans l'émission, une très belle performance de Brock Purdy. Et donc du coup, j'ai une question à vous poser à chacun, je vais commencer par Kevin. Kevin, est-ce que tu es rentré dans le train Brock Purdy ? Écoute, à peu près au milieu du deuxième quart-temps, le train s'est arrêté devant chez moi. J'ai pu monter dedans et puis ça y est, je suis embarqué, le train est lancé et il est à sa vitesse de croisière maintenant. Non, c'était incroyable honnêtement à voir. Comme je le disais un peu dans le chat quand on se parlait pendant le match, un jeune quarterback peut réussir des bons matchs à la passe. Ça peut arriver d'être en forme et de réussir un bon match à la passe, mais la façon qu'il a eu d'improviser, de gérer la pression, de sortir des lancers est assez incroyable tout en courant. Ouais, c'était impressionnant et je trouve que ça trompe pas sur le potentiel d'un joueur. Après, le plus dur reste à venir pour lui, il va falloir confirmer, mais les actions qui sortent, ça peut pas être un hasard. Il y a eu trop de qualité sur ce match-là et même sur son entrée d'avant face aux Dolphins pour que ce soit juste un hasard. Donc, juste incroyable et on croise les doigts, on espère que sa blessure n'est pas grave, qu'il va pouvoir continuer à jouer, prendre confiance, prendre du rythme et le meilleur est à venir, je pense. Ouais, tu l'as dit, en plus de la réussite des passes que tout le monde peut faire, c'est vrai qu'il y avait une impression de facilité. Je pense notamment, on l'a tous vu, un lancer sur Deebo Samuel où il prend une grosse pression très rapide des mecs et il arrive à éviter le défenseur qui arrive pleine balle, juste un petit mouvement de hanche et un très très beau jeu de pied et bien trouvé Deebo Samuel. Gonzague, toi, t'en as pensé quoi de Purdy ? T'es celui, on en a déjà parlé dans l'émission d'après, qui a sûrement le plus vu Purdy à l'université. Est-ce qu'il t'a montrer des choses qu'il avait montrées à l'université, ou est-ce qu'il t'a encore plus surpris que ce que t'attendais ? Écoute, sur la qualité du match en lui-même, il nous en a encore montré davantage, ce qui est d'ailleurs extrêmement encourageant quand on connaît le défaut principal qu'on lui prêtait, à savoir de ne pas avoir vraiment progressé à l'université. Donc non, moi je suis complètement rentré dans la hype Purdy. Alors j'y étais un petit peu déjà auparavant, puisque je trouvais qu'il représentait la solution la plus viable au poste de quarterback après la blessure de Garoppolo, plutôt que d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur. Non, je suis complètement rentré dedans. Il nous a montré des choses superbes. Comme je disais en plus en antenne, il m'a rappelé un certain nombre de joueurs qui ont quitté les chemins de la NFL récemment, que ce soit cette espèce de petit saut de cabri qu'il nous fait, qui m'a rappelé Alex Smith à ses meilleures heures lorsqu'il lance, ou alors sa mécanique de lancer sur certains jeux où j'ai vraiment eu l'impression de voir Drew Brees. Cette espèce de mécanique, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, avec un ballon très enroulé, qui est dans le style de Drew Brees, qui vient compenser entre guillemets une certaine petite taille par rapport aux lignes offensives. Non, vraiment, j'étais complètement conquis par ce match de très grande qualité et surtout cette capacité qu'il a eue à nous proposer tout type de lancer. Je savais que c'était un gagnant, qu'il avait vraiment une mentalité de fer. Ça, je ne suis pas du tout surpris de ce côté-là. Mais en plus, il a mis le jeu qui allait avec. Et non, vraiment, je suis rentré complètement dans la hype, à confirmer évidemment pour la suite, mais face à la 5e meilleure défense de la Ligue, je tiens quand même à le rappeler, quand même, accessoirement, c'est pas rien. Il nous a quand même montré de très belles choses. Olivier, tu peux le dire, Brock Purdy, il est meilleur que Tom Brady.
Alors, on va pas me lancer sur Brady parce que on va encore me dire oui, je vais quand même le dire. Mais putain, Mais oui, bon. on est là pour ça. Qu'est-ce que c'était bon de le voir chouiner l'autre là. Vous avez vu sa tête qu'il faisait et j'ai mal à la main et on m'a attrapé par la gorge et vas-y que je chouine nos arbitres. Il s'est fait concasser, ils m'ont tous écouté. Ça a été un kiff. Mais quel bonheur de le voir avec sa tronche là. Ah putain, c'est pour ça genre du football américain. Pour le voir chouiner, c'est un kiff. Et ça, c'était le premier point. Olivier, il veut même Après, plus nous pour voir ce qui est de qui Purdy, pour une fois, c'est moi qui suis le plus calme parce que, ok, d'accord, il fait des choses superbes. Moi, par certains moments, il m'a fait penser à Brett Favre. Pas par la puissance du bras, mais pour la façon de faire un truc qui n'a aucun sens. Je cours d'un côté, jette la balle de l'autre et on verra bien ce qui va se passer. C'est un jeu à risque. C'est un jeu, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, ça plaît énormément. Après, le touchdown d'Ayuk, le ballon, c'est pour revenir à ce qu'il disait Gonzague la dernière fois, c'est vrai que quand la passe, elle dépasse les 20 yards, on sent que il fait sur le ballon pour qu'il continue à avancer. Et Ayuk attend bien le ballon et va le récupérer. Ça, c'est peut-être le petit point négatif. Les mecs sont à fond pour lui, ça c'est super. On voit vraiment qu'on a une super team. Et moi, plus que Purdy, ce que je voudrais mettre en avant ce soir, c'est le staff dans son entièreté. Les gars, on ne se rend pas compte à quel point on a un staff de malade mental. Vous vous rendez compte à chaque fois, on sort un nouveau joueur ou un nouveau coordinateur et tout se passe nickel. Vous avez l'impression qu'on peut jouer avec n'importe qui, ça marcherait. Ça veut dire à quel point cette équipe, elle est superbement bien drivée à tous les niveaux. Et c'est sur ce point-là que je veux vraiment insister ce soir. Non, et puis l'équipe, tu l'as dit, elle est bien coachée. Brock Purdy a fait des belles choses en attaque, mais on va revenir. Enfin, on en parle à chaque fois. J'ai l'impression qu'on se répète dans ce podcast, mais en même temps, on va être obligé de se répéter sur ce point-là. Quelle défense de fer! Quelle défense de fer! C'est l'autre point, hein, de toute façon, parce que l'attaque a bien tourné, mais la défense, encore une fois, a été absolument extraordinaire. Notamment sous l'impulsion, moi j'ai trouvé que ça a été le meilleur joueur de l'équipe quasiment sur ce match. Peut-être on en reparlera dans les tops et les flops, mais sous l'impulsion de Dre Greenlaw, qui a été une nouvelle fois absolument extraordinaire. Vous en avez pensé quoi de cette défense une nouvelle fois, ou est-ce qu'on peut aller très vite là-dessus parce qu'on manque de superlatifs sur le niveau de cette défense? Allons très vite, hein. J'ai envie de te dire, on va répéter sans cesse la même chose. C'est-à-dire, non, mais ce qui est frappant une nouvelle fois, toi tu parlais d'un joueur, moi j'ai envie de te parler de l'équilibre. C'est-à-dire qu'on parle vraiment d'une défense par moment où c'est très difficile de faire ressortir un top player parmi les autres. C'est-à-dire que c'est équilibré de partout, c'est bon de partout. La paire de safety a été fabuleuse. Jimmy Ward nous a sorti un très gros match au poste de nickel. Donc, franchement, en fait, j'arrive pas à sortir un joueur en particulier. Un joueur comme Fred Warner, qui est un des meilleurs joueurs de la ligue, on l'a presque pas vu tant il était dans le moule et qui nous a pourtant sorti un match de dingue. Oui, on n'a pas eu besoin de le voir en fait. Et c'est ça, on n'a même pas besoin de le voir tant c'est équilibré. C'est ça qui est beau dans cette équipe. Et on a vu un Tom Brady, ce qu'on avait pronostiqué tous avant le match, complètement sous pression, qui s'est complètement foiré d'ailleurs et qui était complètement en décalage avec ses receveurs. Il y avait 2-3 fois, on a vu des tracés absolument parfaits des receveurs et il était sur des passes sous-dosées ou sur un problème de vision qui était frappant, tant il était sous pression constamment. Cette défense, c'est juste fabuleuse. Ouais, c'est juste. Oui, je te laisse la parole après Olivier. C'est juste sur un peu particulier en plus parce qu'il était sous pression tout le temps et il prend 0 sac. C'est-à-dire qu'il a aussi eu tellement peur de se faire mal et de se faire éclater qu'il a lâché les ballons très vite. Et au final, je pense que ça résulte aussi de ces 2 interceptions. C'est que le mec il s'est chié dessus tout le long parce que la défense elle est trop puissante. Et au final, il prend pas de sac parce qu'il lâche le ballon avant. Mais ça résulte à des passes incomplètes, comme tu l'as dit, Gonzague, des gros problèmes d'entente avec ses receveurs parce qu'en fait, il avait même pas le temps de voir le tracé puisqu'il avait un mec sur la gueule directement. Olivier, tu voulais rajouter quoi? Ouais, par rapport à surtout la deuxième interception, tu vois la différence entre Purdy, entre White. Bon, c'est des jeunes quarterbacks l'un comme l'autre qui acceptent de prendre le choc pour balancer le ballon. Et la deuxième interception de Brady, il voit arriver, j'ai pas eu le temps de voir, je crois que c'est Drake Jackson qui arrive sur lui. Il jette le ballon, il se baisse et le ballon arrive dans les mains de Greenlaw qui était tout seul. Bon, on voit vraiment que sur l'action, il a peur. Et on en revient à ce qu'on avait dit au niveau du plan de jeu. Si on lui tape dessus, il fait partie des quarterbacks qui n'aiment pas ça. Et on a vu là, il était terrorisé. Il a donné l'impression d'être terrorisé. Alors il avait beau crier sur le banc de touche, vociférer après tout le monde, ben, le résultat, c'est que c'était lui qui était plus dans le jeu. Et quand on joue comme ça, on est injouable.
Et moi, je vais même rajouter un joueur, en particulier, toi tu parles de Brady, moi il y a un joueur qui est le symbole de la chute de l'attaque des Buccaneers, c'est, j'ai oublié son nom, c'est Donovan Smith, le left tackle. J'ai été frappé par le nombre de holdings de la ligne offensive des Buccaneers pendant ce match. Tu sentais vraiment qu'il y avait une peur constante vis-à-vis de la défense. Le left tackle des Buccaneers, je crois, a fait 3 ou 4 holdings durant la partie. Il y aura un C'était touchdown longue distance aussi, d'ailleurs, qui aurait pu relancer le match à un moment donné. exactement, tout à fait. Mais c'est une des actions parmi tant d'autres où tu as vraiment vu ce craquage complet de la ligne offensive. Et en fait, cette crainte de la défense était complètement partagée, pas uniquement par Brady, mais par également l'ensemble de sa ligne offensive, qui a pris l'eau de toutes parts face à nous. Et Brady a pu compenser ses stats grâce à son quick release légendaire, même s'il a forcé, à mon avis, certaines passes. On a vu notamment, il y a certaines passes où on aurait pu voir une interception, tant il a vraiment forcé par moment, quoi. Ah, il y en a quelques-unes où il est vraiment pas loin. Et un petit point statistique qui va venir renforcer à peu près tout ce que vous avez dit, mais qui dit beaucoup sur l'impact de la défense. On a frappé 7 fois Tom Brady, qui est quand même le quarterback qui relâche le ballon le plus vite de tous les temps. On a à nouveau fait en sorte que le run game adverse soit maintenu à 0, tout simplement. Dre Greenlaw, on l'a dit, c'était un peu le MVP de cette défense. Il colle 15 plaquages. 15 plaquages, c'est complètement fou. Et on a quand même intercepté 2 fois le quarterback qui en a lancé le moins cette saison. Donc, fin de la parenthèse statistique. Et Je pense qu'elle est assez parlante. Greenlaw qui a poussé le vice jusqu'au bout en allant récupérer le ballon intercepté et en le faisant signer en fin de match par Brady lui-même. Ça, cette séquence était mémorable. En lui disant qu'il regarde Tom Brady depuis qu'il a 2 ans. Ouais, c'est ça. Non, mais ce qui est fabuleux, c'est que le mec est allé retrouver le ballon qu'il a intercepté, quoi. Et tous d'accord pour dire que dans l'ensemble, ce match a été quand même kiffant sur beaucoup de points, mais on va essayer d'en ressortir quand même quelques-uns. On va passer au top et au flop. Messieurs, du coup, quel était votre top du match? On va commencer par Olivier. Mon top du match, ça va être le coaching. Je vais revenir là-dessus. Hier soir, j'ai eu la chance de voir le match en direct. Il y avait des plans sur Greasy, le coach des quarterbacks, et on se rend compte que le quarterback 3, il est au niveau. Alors, OK, il a des qualités, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas de travail à côté, les qualités, on en voit tellement de joueurs NFL qui ont des qualités qui en font rien. Ça prouve bien qu'à ce niveau-là, c'est super. Ensuite, DeMeco Ryans, il est prévu pour partir l'année prochaine. Certainement, ce sera le premier coach à signer quelque part l'année prochaine, ce qui va être encore un assistant coach de Shannon qui s'en va. Et puis, le plan de jeu de Shani hier soir, les gars, offensivement, c'était juste jubilatoire. Voilà, on en parlait la semaine dernière avec Gonzague. On avait cette idée tous les deux de faire de la West Coast et de faire jouer tout le monde. Je rappelle quand même que sur la première action, ils arrivent sur le blitz. Ils sont pas je me rappelle pas le nom du gars. Je préfère oublier. Il arrive le casque en avant, pleine tronche dans le gamin, juste pour lui faire mal et pour lui faire peur. Et ils ont dit on va te blitzer, on va te faire mal. Et qu'est-ce qu'on a répondu en faisant quoi? En jouant plus vite qu'eux, en étant plus malin qu'eux. Et les mecs, on les a dégoûtés. Ils s'attendaient à des courses. Il y a eu des passes. Quand ils s'attendaient à des passes, il y avait des courses. Ça jouait. J'ai eu la chance de voir cet après-midi le travail de bloc. C'est très si cher à Gonzague au niveau des actions au sol. McCaffrey, il a des actions où il est au paradis. Hein. Je veux dire, il a Ejutic et Kittel qui arrivent bloqués dans un sens pendant que la ligne va dans l'autre sens. Franchement, on dirait un balai. Et pourtant, c'est pas un balai parce que ça se rentre dedans. C'est pour ça que quand l'équipe est coachée comme ça avec les joueurs qui la composent, moi je dis MVP, le coaching staff. Gonzague, ton top? Écoute, pour être tout à fait honnête envers nos auditeurs, j'avais presque envie d'annuler la séquence top et flop, tant pour moi c'est impossible de trouver un flop dans ce match-là, mais je vais même plus loin, je n'arrive même pas à trouver un top. J'ai envie de mettre en avant, alors tu dirais, j'ai envie de mettre en avant toute l'équipe, mais tu vas me dire, mais Gonzague, c'est pas un top ça. Mais très sincèrement, je n'ai pas souvenir d'un match aussi complet depuis le match de playoff face aux Saints avec Alex Smith aux manettes. Je trouve que ce match est parfait de partout, mais de partout.
Même le match face aux Saints avec Garoppolo manette, pour moi, est d'un niveau en dessous, tant la défense n'a pas été au même niveau. Oui, non, ouais, c'est pas pour le coup. Ouais, non, Je je suis n'arrive d'accord pas avec toi. à Ouais. retrouver un match aussi complet où l'ensemble des acteurs de l'équipe soient aussi balèzes. Donc, si tu veux que je te sorte un top, je vais t'en sortir un, mais c'est juste pour la gloire d'en sortir un. Mais oui, j'ai envie de mettre en avant Mr. Brock Purdy. Le mec a une paire de coronesses qu'on lui prêtait déjà au moment de sa draft, parce que c'était la qualité première qu'on lui prêtait à l'université, mais il a peur de personne. Et sur Brock Purdy, je vais parler de Purdy et ce qui l'entoure. C'est, comme beaucoup, j'ai été vraiment ému par son papa en tribune. Je trouve que c'est des belles images du foot américain, où vraiment, C'est la belle histoire. voilà, on sentait vraiment de la joie, du bonheur. On avait envie, en tant que spectateur, de partager ce bonheur avec sa famille. Moi, j'ai été très touché par ça. Donc, vraiment. Et pour la petite histoire, je te coupe juste une seconde. Mm. Pour ce match-là, la famille de Brock Purdy avait pris ses places pour voir Tom Brady à San Francisco parce qu'ils voulaient avoir la chance de le voir jouer, sans savoir que leur fils, leur frère, leur cousin, je sais pas qui, allait être sur le terrain pour jouer. Et finalement, c'est sa première titularisation et il claque cette performance-là. Ouais, cette émotion était particulièrement belle à voir. Non, vraiment. Enfin, c'est un beau moment de télé pour, si on parlait de manière un peu crue, mais vraiment, on avait envie de partager ce bonheur avec eux. Et vraiment, Purdy on l'a déjà dit auparavant, m'a vraiment surpris, à confirmer pour les matchs après. Mais s'il arrive à maintenir ce niveau-là, franchement, bon courage, mais alors vraiment bon courage à l'équipe qui va nous affronter à n'importe quel stade des playoffs. Vraiment, même ce même match-là, on rejoue les Chiefs avec ce même niveau-là. Je ne suis pas certain que ce soit le même score à l'arrivée. D'ailleurs, Oui. petit point stat, les gars, attention, je fais un petit point stat. Oh là, Ouais, oh là non, là mais restez assis, les gars, restez assis, ne vous inquiétez pas. Olivier qui regarde les stats, on aura tout en vue, tout entendu. Attends, mais Olivier, t'as préparé l'émission? Non, j'ai juste la chance d'avoir un pote avec qui on parle de San Francisco et il m'a dit un truc. Donc, C'est voilà. ça ta stat, Donc, c'est Arnaud, la Arnaud, c'est là pour toi. Donc, il n'y a que 2 équipes cette année qui ont réussi à mettre plus de 30 points aux Buccaneers. Les 2 équipes, c'est San Francisco et ça va, c'est facile. Les Jaguars Et les Chiefs. Et les Chiefs. Voilà. Donc, c'était pour rebondir sur ce que disait Gonzague. Moi, j'attends ça avec grand plaisir. Et pour la petite histoire, on aura quand même défoncé cette année les 2 derniers vainqueurs du Super Bowl. Excusez du peu. Ah ouais, t'es mal à la gueule des vainqueurs du Super Bowl quand même. Kevin, ton top. Ouais, je vais un peu te défoncer, Elliot, puisque je vais dire CMC, évidemment. Ah, c'était énorme, mais ça aurait pu être le mien aussi. Non, clairement, oui. Qui a parfaitement réagi aux critiques que tu lui as adressées la semaine dernière. Quel match de Christian McCaffrey. 14 courses, 119 yards, 8,5 yards par course. Il n'y a pas de problème. S'il voulait encore un deuxième tour de draft supplémentaire pour son échange et pour qu'il vienne chez nous, il n'y a pas de problème, on leur envoie. Quel joueur, mais quel joueur. On croise les doigts, on le dit toutes les semaines, mais on croise les doigts qu'il ne se blesse pas. Il est sur une pente ascendante en ce moment, il est de plus en plus fort, de plus en plus convaincant. À la course, à la réception, le touchdown à la réception qui met, oui, la passe est exceptionnelle, mais sa réception, elle est complètement fabuleuse. Donc, on a un gars qui est aussi fort en running back qu'en receveur, qui est élite sur les 2 postes. Donc, ouais, magnifique, et on espère, comme je le dis, qu'il ne se blessera pas. Et ben moi, de mon côté, ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, le jeu de course, en vrai, dans son ensemble, de toute façon, a été extrêmement impressionnant. Moi, pour mon top, j'ai quand même envie de parler, on en a parlé un petit peu avant, mais je suis extrêmement impressionné de plus en plus par Dre Greenlaw. Je trouve on savait qu'il avait une intensité folle, qu'il avait une énergie complètement dingue, qu'il rentrait dans les mecs, qu'il avait peur de rien. Mais je trouve qu'en plus, on voit de plus en plus, semaine après semaine, non seulement qu'il s'est un petit peu calmé, je pense qu'il a entendu des critiques d'Olivier sur son côté fou, mais je trouve qu'il démontre depuis quelques semaines une vraie intelligence de jeu. Qu'on n'avait pas forcément vu de temps en temps, mais une science du placement. On le voit sur l'interception où il est au bon endroit au bon moment, il a détourné des passes, 15 plaquages, c'est quand même un chiffre qu'on voit pas toutes les semaines. 15 plaquages, c'est quand même un nombre extraordinaire, il est toujours placé au bon endroit au bon moment. Et on parle à raison toutes les semaines quasiment de Fred Warner, mais parce que c'est sûrement le meilleur linebacker de la ligue. Mais quand il est entouré par un mec comme Greenlaw et puis même Al-Shahir qui a
qui a recouvert aussi un fumble et qui a fait un plutôt bon match. On a l'habitude, quand on parle de la qualité de notre défense, de parler de notre ligne défensive, parce que le travail des linebackers est un peu plus un travail de l'ombre, mais on a sûrement aussi le meilleur corps de linebackers de toute la ligue, et ça peut nous emmener loin. On va passer au flop. Alors, pour être très, très honnête avec vous, on était tous plutôt d'avis de ne pas forcer sur les flops, parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de flop personnellement à dire. Je pense qu'il faut quand même parler d'un truc, un petit flop qui n'est pas sur le niveau de jeu, mais c'est évidemment la blessure de Deebo Samuel. Qui s'est blessé, on ne sait pas trop pour la durée, on verra dans les jours à venir, mais on avait peur sur le coup d'une grave blessure au genou, dans la manière dont il était tombé, dans la manière dont il était sorti du terrain, hein. Finalement, ce serait peut-être plus la cheville, ce serait moins grave qu'attendu. C'est un peu triste, de mon avis, hein, maintenant je vais parler pour moi, c'est un peu triste parce que je trouve qu'il revenait vraiment à un très très bon niveau ces dernières semaines. On commençait vraiment à retrouver le Deebo Samuel qu'on aime voir. Qu'est-ce qu'il faut faire autour de Deebo Samuel? Et qu'est-ce qu'on peut espérer? Et puis qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut, même s'il est en forme, le laisser dans le formol jusqu'au playoff? De toute façon, on n'aura pas le choix que de laisser dans le formol jusqu'au playoff. De ce que j'ai lu ces dernières minutes, ça serait minimum 4 voire 6 semaines d'absence. Donc voilà, finale de conférence au mieux, hein, on est sur la même timeline que Jimmy Garoppolo si on est chanceux. Donc oui, il va falloir espérer qu'il revienne vite à un bon niveau, mais j'ai un peu le même avis que j'avais sur Jimmy Garoppolo. C'est un joueur qui a besoin de rythme, c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner des matchs pour retrouver un bon niveau. Donc j'ai bien peur qu'on retrouve pas le grand Deebo Samuel cette année. Après, la particularité de la NFL, donc, déjà la différence avec Jimmy Garoppolo, c'est que c'est un poste qui est très différent, dans le sens où un quarterback a évidemment besoin de répétition et est le leader de l'attaque, et du coup il faut qu'il ait du temps de jeu. Là où un receveur wide back comme il est, on peut espérer le tester sur quelques actions et puis voir ce que ça donne, chose qu'on ne peut pas faire avec un quarterback. Moi, je serais d'avis personnellement, avant de vous laisser la parole, Olivier Gonzague, sur le cas d'Ibo, je serais d'avis personnellement évidemment de ne pas l'utiliser du tout en saison régulière. Et par contre, on sait que c'est la NFL, que c'est un petit peu particulier par rapport aux autres ligues sportives, où tu as des mecs, on a vu des tas de gars jouer blessés. Sur la dernière ligne droite, je pense que Deebo est un compétiteur. Sur la dernière ligne droite, il pourra jouer, si on lui scotche fort la cheville, il pourra serrer les dents comme l'ont fait plein d'autres mecs en NFL. Je pense à moi, l'exemple qui revient tout le temps, personnellement, c'est quand les Panthers vont au Super Bowl contre les Broncos il y a quelques années. Thomas Davis qui joue avec le bras cassé tous les playoffs. J'ai les mêmes que toi. J'avais les mêmes que toi, mais je suis d'accord avec toi, c'est ce qui va se passer. Si on arrive en playoff, comme ça doit se faire, il va jouer sous infiltration, comme a fait l'année dernière Trent Williams, les gars. Je veux dire, c'est la NFL. Je veux dire, je suis désolé, mais ça se passait comme ça. Après, vous comparez une ligne offensive avec un receveur, hein. C'est pas même kilo, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, je serais plutôt comme de l'avis de Kevin, qui est de, en effet, ne pas forcer la chose sur la saison régulière, passer même peut-être le wildcard round, et le faire revenir éventuellement en divisional round. Et de manière progressive, c'est-à-dire un peu comme on a fait quand McCaffrey est arrivé, c'est-à-dire ne pas trop forcer le volume de jeu avec lui et au fur et à mesure lui donner plus de ballons si on voit que ça tient la route. Moi, je serais plutôt dans cette optique-là par rapport à lui. Bon, l'avantage que nous avons, c'est qu'on a l'impression que, à part peut-être des cas très à part comme Trent Williams ou Nick Bosa, on a l'impression que même quand un joueur majeur se blesse, c'est pas si grave, on a quelqu'un derrière. J'ai confiance en Jennings et Ayuk pour tenir la baraque. Donc voilà. Donc je suis emmerdé, comme toi, parce qu'évidemment, c'est un joueur sérieux. Et bien que j'adore le joueur, pour autant, je ne crie pas à la catastrophe. Je suis plutôt serein. Ouais, fait bon, ça faisait quand même 2 matchs qu'on retrouvait le vrai Deebo, parce que le touchdown qui va marquer là, on a retrouvé ce qui faisait sa qualité. Il accélère, il casse des plaquages. C'est dans ces cas-là qu'il est super intéressant et super complémentaire de McCaffrey. Et c'est vraiment dommage qu'il se blesse à ce moment-là. Et quand on l'a vu sortir, honnêtement, si c'est que la cheville, et vu comme il est plié en deux, ce mec est un extraterrestre, parce que la jambe, elle avait un angle qui n'est pas normal, hein. Je suis désolé, mais voilà, déjà, le voir sortir sur la voiturette en pleurs, tu te dis, bon, si réellement c'est 4 semaines, parce que c'est une grosse entorse de la cheville, 4 semaines, c'est la fin de la saison régulière. Et donc après, moi, s'il est en état, je le fais jouer, parce que plus tôt il joue, mieux c'est pour nous.
Ah mais je suis d'accord, c'est l'image de lui qui sort sur la voiturette, c'est une image de fin de saison, c'est l'image de Trey Lance qui sort, c'est l'image de fin de saison. Donc de toute façon, au final, on en saura plus dans les jours, semaines à venir de toute façon sur son état. Là, on peut juste spéculer et espérer qu'il se remette au mieux, que ça soit sur la fin de saison s'il peut revenir ou de toute façon pour la suite. Après, là, de toute façon, tout ce qu'on peut, c'est espérer, mais on a la chance quand même d'avoir un effectif assez complet. Et je pense que c'est là aussi où on peut être très heureux d'avoir récupéré Christian McCaffrey, c'est que c'est des joueurs un petit peu similaires dans le style et dans les qualités. Et donc, et comme vous l'avez très bien dit, avec Ayuk et Jennings qui prennent de plus en plus d'importance, on n'est quand même pas les plus à plaindre. Mais Euh, Samuel, il ne faut pas oublier aussi un détail, c'est que Samuel, c'est un joueur qui joue sur l'explosivité. On sait l'importance de la cheville pour cette notion d'explosivité. C'est pour ça que lorsque vous comparez à un joueur de ligne offensive blessé, mais qui joue son infiltration, et un joueur qui a un problème de cheville et qui joue exclusivement quasiment sur l'explosivité, je ne suis pas aussi optimiste que vous l'êtes. Après, oui, clairement, il va nous manquer, on ne va pas dire l'inverse, hein, mais voilà, globalement, je ne suis pas plus inquiet que ça et je laisse la main à Kevin qui veut nous dire quelque chose. ouais, tu disais, Elliot, qu'on n'avait pas vraiment de flop. Moi, j'en avais un petit spot sur le jeu, mais sur l'attitude de Deebo Samuel, justement. Le premier touchdown qu'il marque, j'ai vraiment pas aimé comment ça s'est passé quand il marche littéralement sur le photographe, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais derrière, il se relève, et il lui passe par-dessus, et puis il fait comme si de rien n'était, et puis il en a rien à faire du pauvre photographe qui est par terre et qui essaye de se relever. J'ai trouvé ça un peu déplorable sur l'attitude. J'ai vu que le joueur avait fait un tweet aujourd'hui de semi-excuse à ce sujet-là, mais c'est pas la première fois qu'on a des petites alertes sur l'attitude de Deebo Samuel, et j'aime pas vraiment ce qu'on voit et ce qui ressort de son image depuis ces histoires de contrat cet été. Donc voilà, pas grand-chose d'autre à rajouter. Un peu déçu de Deebo là-dessus. Et bah très bien, si personne n'a d'autres, quelqu'un d'autre a un mini flop à rajouter ou quelque chose d'autre, sinon on va passer à la preview. Cheerleaders je trouve, sont moins bien qu'avant. Ambry Thomas. Non, Il évidemment. fallait le placer. Juste Évidemment. parce que ça fait deux épisodes que je ne l'ai pas dit. Moi, je vais la faire juste pour Kevin, le coaching staff qui met Ross Dwelly inactif. Le coaching staff qui met Ross Dwelly, Titan numéro 4 dans le depth chart, c'est inadmissible. Je suis sur le point de faire des actions, je ne sais pas encore quoi, je suis en train d'y réfléchir, mais ça ne peut pas durer. Et ben on va passer tout de suite à la preview de notre match contre les Seahawks. Dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h15 du matin, les 49ers se déplacent à Seattle pour affronter le rival de division, les Seahawks, notre premier Thursday Night Football de la saison. C'est pour ça que d'ailleurs ce podcast sort un petit peu plus tôt que d'habitude, parce qu'il fallait qu'on en parle avant le match de Seattle. Les Seahawks qui sont en 7 victoires et 6 défaites, les Seahawks qu'on avait affronté en deuxième semaine et qu'on avait écrasé 27-7, ce n'est sûrement pas la même équipe de Seattle qu'on affronte aujourd'hui, une équipe de Seattle avec... qui est une des surprises, il faut le dire, de la saison, que personne n'attendait à cette victoire 6 défaites, notamment grâce, en partie, il y a un très très bon Geno Smith. Je pense quand même qu'on a les armes pour le stopper. Qu'est-ce que vous attendez de ce match, Gonzague? Qu'est-ce que tu attends toi de ce match contre Seattle? Eh ben écoute, moi je suis très curieux du match, de la confrontation entre Brock Purdy et ce que je pourrais appeler une sorte de némésis qui est les cornerbacks des Seahawks, qui sont clairement le point fort de cette défense cette année. Et Purdy a pris de la confiance. Je pense qu'il va peut-être essayer tout type de lancer jeudi. Et il va devoir se confronter notamment à ses cornerbacks. Tyke Woolen fait une très bonne saison pour un rookie. Cette confrontation va être très intéressante. Même si le front 7 des Seahawks n'est pas le plus mauvais de la ligue, paradoxalement, c'est pas là où je suis le plus inquiet pour Purdy. Je pense que notre ligne offensive fera le taf pour la stopper. Mais ça va être pour moi un des éléments les plus intéressants à regarder, cette confrontation avec les cornerbacks des Seahawks. Ça va être une vraie expérience pour Purdy. Et ça va être intéressant pour sa prise en maturité NFL, je pense.
Olivier, ton avis sur le match, qu'est-ce que t'attends? Écoute, c'est vraiment pour fin de saison, c'est le seul match qui m'inquiète, réellement. Pas au niveau du talent des deux équipes, mais c'est un match de division et on sait il y a une grande histoire d'amour entre nous et les Seahawks. Et moi, c'est le match qui me fait le plus peur parce que ça risque d'être très violent. Très violent et Purdy, il a beau être costaud, mais s'il prend trop de coups, c'est pas la solution non plus. Moi, c'est vraiment la seule chose qui m'inquiète, c'est ça. Après, au niveau du reste, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Même si Geno Smith fait une très belle saison, même s'ils ont un jeu de course qui reprend un petit peu du poil de la bête, même si leur rookie s'est blessé, il sera le point blessure, Kevin, est-ce que leur rookie sera de retour? Ouais, c'est ça moi qui m'inquiète personnellement. On n'a pas de nouvelles pour le moment à l'heure où on enregistre. Je suis sur Twitter en train de scroller constamment pour avoir les nouvelles de Brock Purdy. On n'a pas d'infos sur lui. Donc pour le moment, on essaie de... Pour nos auditeurs, il est 23h23 lundi, hein, à l'heure où nous parlons à l'instant T. Ouais, donc c'est ça, il y a pas mal, il y a pas mal d'incertitudes. Et déjà, moi, c'est ce qui m'inquiète le plus sur ce match. Après, en valeur pure, il y a pas de souci. Il y a une chose qui peut aussi poser problème, c'est le climat à Seattle. On peut se retrouver avec une soirée bien venteuse, bien pluveuse, et qui peut changer les données du match. Vous voyez, c'est un genre de match un peu dégueulasse, comme le match qu'on a fait contre les Bears. Voilà, c'est plus ça qui m'inquiète qu'autre chose. En talent pur, il n'y a pas photo, mais les matchs de division, il n'y a pas que le talent qui compte, et c'est ça qui me pose problème pour le match de jeudi soir. Kevin, qu'est-ce que t'attends toi de ce match? Ouais, moi je vois ça un peu avec deux points assez distincts. Déjà l'attaque, je me dis que si Brock Purdy est là, je vois pas comment ils vont pouvoir matcher notre attaque. Honnêtement, il y a trop de différences de talent. Puis on l'avait vu sur le premier match. Après, si le Brock Purdy est blessé et qu'il ne joue pas, je vois plus de difficultés. Forcément, Josh Johnson, ça sera pas la même chose. On arrive à bien jouer malgré les quarterbacks, mais au bout d'un moment, le quarterback numéro 4 qui n'était pas dans l'effectif il y a 2 semaines, il faut peut-être pas abuser non plus. Ça va commencer à devenir compliqué. Après, l'autre point, c'est l'autre affrontement, donc leur attaque face à notre défense. Là, c'est sûr qu'on peut être un peu plus inquiet. Tyler Lockett et DK Metcalf face à notre secondary, il peut y avoir quelques petits problèmes, mais comme on l'a vu, on est tellement dominant sur le front seven que Geno Smith va encore passer une mauvaise soirée. Et on l'a vu au match aller, quand il est mis en difficulté, quand il est mis sous pression, c'est plus compliqué pour lui. Surtout qu'il traverse une période un peu plus délicate en ce moment comme son équipe. On l'a vu face aux Panthers, c'est un peu plus tôt cette semaine. Donc non, je suis plutôt optimiste, mais va falloir faire attention à leur corps de receveur, c'est certain. Mais là, j'invente rien. Moi, mon avis sur ce match, c'est que déjà, il faut qu'on gagne. La première chose, elle est claire, c'est qu'il faut qu'on gagne. J'ai fait un petit check pendant que vous parliez au niveau statistique. La dernière saison où on a gagné nos 2 affrontements contre les Seahawks, c'était en 2011. Ça suffit, c'était il y a trop longtemps. C'est bon, on avait toujours cette histoire de San Francisco perd contre Seattle, gagne contre les Rams. Là, on a gagné contre les Rams comme d'habitude, mais maintenant, on gagne contre les Seahawks aussi. On est la meilleure équipe de la division. Notre objectif, il est clair, c'est d'être en 6-0 dans la division. Il nous manque une seule rencontre pour faire ça, c'est ce match-là. Donc, non, il nous restera un match contre les Cardinals aussi. Mais il faut gagner. Deuxième chose, t'en parlais, Olivier, de la météo. Normalement, je suis également allé checker. Le point météo, c'est que normalement, on ne devrait pas avoir de pluie, mais il va faire froid. Moins 2 degrés attendus sur Seattle jeudi soir. Donc, c'est une donnée à prendre en compte. Mais en même temps, il faut aussi se dire que la météo, elle sera la même pour les 2 équipes. Donc, à voir, je ne pense pas que ça aura trop d'impact. Pour moi, l'important... Le froid, c'est pas gênant. Le froid, c'est pas non, gênant. le froid, c'est pas gênant. Le froid, c'est c'est pas vraiment gênant. la pluie. C'est la pluie et le vent. Tu sais comme ça peut faire. C'est plus ça qui me pose problème. Hein. C'est pas le froid, c'est pas un facteur négatif. Mais c'est vraiment la pluie et le vent. Avec la mauvaise expérience qu'on a eue à Chicago, c'est clair. Il faut être prudent. C'est clair. Mais du coup, moi, dans l'ensemble, ce que j'attends vraiment de ce match, c'est évidemment une victoire. Évidemment, on va tous être très attentifs à ce que va donner Purdy sur le terrain. Et moi, je vais être aussi très attentif au jeu de course. Je pense que ceux qui nous suivent sur Twitter ont vu passer des tweets de Loïc et je suis plutôt d'accord avec lui sur ce point. Je veux voir plus de portée de Jordan Mason, notamment, premièrement, parce qu'il est bon.
parce qu'il est vraiment très bon. Dès qu'il a le ballon, il est bon. Et parce qu'on commence à, mine de rien, à avoir pas mal de mecs avec des petits soucis de blessure. Et on connaît l'historique de blessure de Christian McCaffrey. C'est un mec qui est quand même plutôt fragile depuis son entrée dans la ligue. Il a peu fait de saison complète. Et du coup, moi, ce que j'ai envie, c'est, oui, évidemment, il va avoir des portées, il faut qu'il ait des portées, parce que de toute façon, c'est une histoire de rythme et que c'est un des meilleurs running backs de la ligue, mais il faut qu'il en ait peut-être un petit peu moins que d'habitude et qu'on en laisse plus à Jordan Mason pour une question de rythme et pour une question de préservation de Christian McCaffrey. On va passer au Factor X. Quel est votre Factor X du coup pour cette rencontre, Gonzague? C'est quoi ton Factor X? Bah écoute, moi, mon Factor X, j'en ai un petit peu parlé, ça va être un peu Brock Purdy. Il va être encore une fois mis à contribution. On est tous rentrés dans le wagon. À lui de prouver face à une défense qui est très différente de celle des Buccaneers, qui est presque forte là où les Buccaneers c'est faible, et faible là où celle des Buccaneers c'est forte. Donc ça va être intéressant. Je trouve que c'est une belle expérience pour lui aussi. Moi j'ai confiance en notre défense. Je le dis objectivement pour stopper l'attaque des Seahawks. Il y aura juste, on va dire peut-être la confrontation Metcalf-Le Noir par rapport à une question de gabarit qui pourrait être intéressant. Peut-être qu'on va refaire l'expérience de Charvarius Ward en cornerback numéro 1 sur Metcalf, quelle que soit sa zone. Ça, c'est possible, je ne sais pas trop. Mais pour moi, non, c'est plus Purdy. C'est Purdy qui va être intéressant à suivre sur ce match-là, voir sa montée en puissance. Kevin, ça sera quoi ton Factor X sur ce match? Moi, ça va être Nick Bosa. Comme je l'ai dit, je pense que le plus gros morceau de ce match, c'est notre défense face à leur attaque. Et je pense que l'impact que Nick Bosa peut avoir sur Geno Smith peut vraiment nous donner un avantage clair et définitif. D'autant qu'il va avoir à cœur de se reprendre puisqu'il sort d'un match sans sac et il n'est plus qu'à un seul sac de son record dans la ligue sur une saison. Donc je pense qu'il va avoir à cœur de déjà effacer son record personnel avant peut-être d'essayer de s'attaquer au record de la ligue, sait-on jamais. Donc pour moi, ça sera Nick Bosa parce que je pense que c'est le joueur qui peut tout changer et qui peut nous offrir une victoire plus rapide. Ouais, je suis d'accord avec toi, faut pas qu'il s'arrête là. Et puis s'il peut battre son record perso contre les Seahawks, ça fait toujours plaisir. Olivier, ton Factor X, ça sera qui? Donc, alors, pour moi, mon Factor X, ça sera Brandon Ayuk. Pourquoi? Parce que il va prendre le leader en tant que receveur. Il nous a fait un super match. Il a tendance à se démarquer très facilement, même si nos quarterbacks, quel que soit le quarterback, n'arrive pas à le trouver. Et je pense que si on arrive à le servir correctement, il peut faire des grosses différences. Il a une capacité de démarquage assez exceptionnelle. Il a de très très bonnes mains en ce moment. Et je pense que ça peut être lui notre Factor X. Moi, personnellement, mon Factor X, il va se trouver du côté de la défense. Ça va être nos defensive tackles encore. On ne sait pas qui ça sera. C'est toujours un peu la surprise avec toutes les blessures qu'on a. Normalement, il devrait y avoir Arik Armstead. Est-ce qu'il sera avec Kevin Givens? Est-ce qu'il sera avec Kerry Hyder? Est-ce qu'il sera avec je ne sais qui d'autre? Moi, ce sera surtout cette capacité au defensive tackle, pas forcément arrêter le jeu de course parce que avec la blessure de Rashad Penny, avec la blessure de. Enfin, ce sera sur Kenneth Walker. Je ne sais pas s'il joue ou pas, j'ai pas trop de nouvelles là-dessus, mais leur capacité peut-être à arrêter les courses intérieures. Kenneth Walker, me dit Kevin. Donc voilà, Ouais. donc je sais pas qui est-ce. Il est out, Ouais, donc Kenneth Walker, pour le prochain match. Ok, donc je sais pas trop qui est-ce qui jouera leur jeu de course, mais leur capacité à arrêter le jeu de course sera importante évidemment parce qu'on sait les qualités de leurs receveurs, Lockett, Metcalf. Mais aussi, moi, j'aimerais bien. On sait les qualités de nos defensive ends, mais j'aimerais bien aussi voir pas mal de pression sur l'intérieur, sur le quarterback, parce que Geno Smith, c'est un mec qui a quand même des qualités de mouvement dans la poche. Mais s'il prend une grosse pression extérieure, qu'il prendra dans tous les cas, puisque avec la qualité de nos defensive ends, ce sera le cas, avoir toujours des mecs prêts à intervenir à l'intérieur de la ligne défensive, c'est quelque chose que j'ai envie de voir. Nos defensive tackles, malgré leurs blessures, ont été plutôt performants ces dernières semaines et j'aimerais que ça continue comme ça. Ça continue comme ça et qu'ils continuent à prendre du rythme en vue des échéances à venir. On va passer maintenant au pronostic. Juste Oui. pour revenir sur tes defensive tackles, là, j'avais le depth chart sous les yeux. Il faut savoir qu'on est parti avec 7 hommes en defensive tackle cette saison. Kevin Givens, il est out. Maurice Hurst, il est out. Kyla Davis, out. Javon Kinlaw, out. Hassan Ridgeway, out. Il nous reste en ce moment Arik Armstead et T.Y. McGill qui devraient donc faire équipe dans l'équipe titulaire cette semaine face aux Seahawks.
Ouais, non, ouais, on était pas mal décimés sur ce poste-là. On va passer au pronostic. Qu'est-ce que vous voyez pour ce match-là? Et du coup, Kevin, on va commencer par toi. Quel est ton prono pour ce match contre Ouais, les Seahawks? je revois une victoire quand même assez large, comme en début de saison. Au-dessus de 30 points, j'avais peut-être un 32-10, je dirais, pour les 49ers. Et un petit pronostic individuel, je vois le premier big play de notre receveur, comment il s'appelle? Gray? Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Danny Gray. Danny Gray, j'avais oublié son prénom. Danny Honte à Gray moi. qui a fait sa première réception contre Exact. les Buccaneers. Et je le vois faire son premier big play en NFL face aux Seahawks. Gonzague, ton pronostic? Juste pour reprendre ce que disait Kevin, ce serait pas inintéressant que ce soit le premier big play de Danny Gray quand on sait que justement le principal défaut que l'on prête à Purdy, c'est justement la puissance de bras. Donc ce serait pas inintéressant en tant que tel. Écoute, moi j'ai un pronostic qui est très 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 proche de celui de Kevin, puisque j'étais parti sur un 27 ou un 28-10. Donc j'ai le même nombre de points pour les Seahawks, je pense. Et avec un scénario, je pense, assez proche de celui des Buccaneers, ça veut dire une prise d'avance assez large et un léger relâchement défensif qui pourrait espérer aux Seahawks de marquer un touchdown, en quelque sorte. Donc, ouais, je vais partir sur je vais peut-être être un poil plus timoré que Kevin et partir sur un 27-10 pour ma part. Voilà. Olivier? Eh ben moi, ça va être 14-17 pour San Francisco. Ouh! Ouais. Ok. Hein? Ben ouais, parce que c'est, je suis à 2 doigts de donner victoire de Seattle. Pour vous Et dire à frileux, quel je te point. dis. Ah, c'est. C'est-le. Non, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit, c'est le seul match que je crains. Les autres, j'ai pas peur. Mais celui-là, ça me, je sais pas, je le sens pas. Je le sens pas. M'explique. J'espère, j'aimerais me tromper, mais je le sens pas. Donc, 14-17, on s'en sort parce qu'on est plus fort, mais je le vois comme ça. Ok. Moi, de mon côté, je vais être plus de l'avis de Kevin et Gonzague. Je vois un 31-13. Je me fais pas de soucis sur ce match-là. Ils ont des bons défenseurs, mais principalement sur un poste, comme le disait Gonzague, et je nous vois les dominer sur ce point-là. Et je me fais pas du tout de soucis que notre défense, qui est notre force principale, va complètement annihiler leur attaque. Donc pour moi, il n'y aura pas de. Sauf évidemment gros souci, mais pour moi, non, il n'y aura pas trop de problèmes à s'imposer assez facilement. 31-13. Voilà. Surtout que, pour terminer ce que tu disais, il y a un point sur lequel je trouve les Seahawks décevants. C'est ils ont voulu renouveler leur département d'inside linebacker au fil des drafts, au fil des free agency. Et je trouve que celle-ci, à l'arrivée, n'est pas du tout impressionnante. Et je vois bien McCaffrey et Mason, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, Elliott, s'amuser. Je ne vois pas en fait les linebackers des Seahawks stopper avec efficacité derrière la ligne de scrimmage, par exemple, nos running backs. Donc, je n'ai pas du tout les craintes qu'a Olivier sur ce match. Alors, peut-être que c'est lui qui aura raison à l'arrivée, mais en fait, je ne vois pas le début du facteur. Je préférerais avoir tort. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est tout à ton honneur d'être prudent, mais je ne vois pas en fait le facteur X favorable aux Seahawks qui permettrait de nous faire douter sur ce match-là. Je ne le vois pas. Tu parlais des inside linebackers. À ma connaissance, il y a un cas assez unique en NFL à Seattle, au sujet d'ailleurs d'un ancien joueur de San Francisco qui s'appelle Nick Bellore et qui est noté comme le fullback titulaire, mais également le linebacker numéro 2 dans leur équipe. Donc ils ont 2 inside linebackers titulaires, mais le remplaçant direct de ces 2 joueurs-là s'appelle Nick Bellore et il est aussi donc le fullback titulaire en attaque. Donc assez impressionnant. Et un remarquable joueur d'équipe spéciale, Nick Bellore. Il était très médiocre avec nous sur le terrain, mais par contre, c'est un très bon joueur d'équipe spéciale. Eh bien, si on a parlé de joueurs inconnus, on va peut-être continuer sur ce rythme. On va laisser le terrain à Kevin, qui va nous faire son classique, son petit jeu. Je vois Olivier qui prend son micro dans les mains et qui est prêt à réagir. Je vois Gonzague qui se concentre. Kevin, c'est à toi. Ok, c'est parti. Sans plus attendre, on commence direct avec le numéro 64. Brendel. Brandskill. Brendel. Encore un point pour Elliott. Chaque fois que tu veux dire un numéro 60, je dirais Banks. Au bout de moi, ce sera lui.
Ah ouais, c'est ça. À chaque fois que ça va parler de ligne offensive, il va dire le même nom et à bout d'un moment, t'auras bon. Je dirais Banks tout le temps. Tu vas Vas-y. tomber dessus un jour. Ce que tu devrais faire pour que ce soit équilibré, tu devrais donner le numéro quand Elliot est en train de boire. Non, Vas-y, ça équilibre les prends ta chances. bouteille. Mais oui, c'est parce que je suis trop compétiteur, je serais capable de cracher Ouais, toute bon. mon eau pour dire le nom. Oh, pff. Second joueur avec le numéro 38. Le noir. Le noir. Bonne réponse. Putain, j'étais convaincu que c'était le 36, le noir. On Ouais, n'a je suis pas un de numéro gland. 36. Non, je suis un gland, c'est tout. Numéro 51. Al-Shahir. Aziz Al-Shahir. Al-Shahir. Elliot encore une fois. Bon, les gars, oh, quand même. Sur celui-là, j'étais quasi même temps que toi. Donc, Je me mets à la place des auditeurs qui doivent être frustrés en disant mais putain, ils mettent du temps à répondre, alors que c'est évident. C'est sûr et certain qu'on a des auditeurs qui l'ont du Ouais, trois fois meilleur tac au que tac. En C'est sûr. parlant de tac au tac, ça va être une épreuve de rapidité pour celle-là. Le numéro 11. Ayuk. Smith. Ayuk, Alex Smith. Effectivement aussi. Alors, oui, Marquis Goodwin. Il y a qu'un seul. Didier Drogba. Ah oui, non, mais là, d'accord. Non, mais Allez-y. là, Onze. Olivier. Je commence à avoir du mal à trouver des joueurs qui sont. Que Kevin tombe sur les mêmes nombres à chaque fois. Moi, j'attends Kayuk sec depuis le début et je l'attends désespérément. On va aller sur un Je vais petit peu travailler. plus difficile. On va aller sur le 68. Bah, Banks. on l'a dit à l'instant, non? Qui? On l'a pas dit à l'instant? Non, Non, 68 c'était n'est pas encore passé. 64 tout à l'heure. C'était Brendel. Colton 68. McKivitz. Colton McKivitz. Joli. Incroyable. Joli. Là, ça vaut 5 points. Ce soir, je gagne. Voilà, 5 à 4, ça fait. Ouais, non, je crois pas que ça marche comme ça, mais. Olivier Comme ça. Chenot, il va donner le gain de sa victoire à une association de Tom Brady. Il va donner le gain de cette victoire à l'association pour remettre un coup de botox dans Tom Brady parce qu'il n'en a pas forcément assez. Et c'est ainsi que se termine ce 25e épisode du Faithful Podcast. On se retrouve donc dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h15 pour le match face à Seattle. En attendant, merci de nous avoir écoutés. On se dit à la prochaine du coup pour débriefer ce match et parler du prochain. Et Go Niners, merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye, Go Niners. Bye bye. Come on.